Au-delà des contenus audiovisuels que le groupe Canal+ offre à ses abonnés, un nouveau programme vient de voir le jour. Il s'agit d'un programme solidaire dénommé Canal+ Impact. Ce programme, dévoilé à la presse officiellement le mercredi dernier à Lomé, consiste à soutenir de nombreux événements avec notamment la prise en charge d'ateliers de formation et aussi faire bénéficier les communautés locales à travers la valorisation des compétences et des talents. C'est un programme qui permet de soutenir 3 initiatives. Canal+ University, qui est donc l'initiative de formation. Ce sont des formations destinées à des professionnels de l'audiovisuel qui sont organisées dans beaucoup de pays et au Togo, où on en a fait vraiment plus de 16 aujourd'hui. Ensuite, on a l'initiative Orphée qui soutient les enfants des orphelinats en leur offrant la télévision, des activités culturelles et de quoi vivre. Là aussi, il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été faites dans l'entièreté du pays. Et puis, il y a Un mois une cause qui est une initiative qui se tient à la télévision, dont le but est d'informer sur des causes qui comptent, notamment des causes liées à la santé, au développement durable et à l'égalité du genre. À travers donc les différents piliers de Canal+ Impact, l'objectif est non seulement de dispenser des formations aux acteurs de l'industrie audiovisuelle et cinématographique, mais aussi d'accompagner des acteurs institutionnels et des centres spécialisés de petite enfance. Aussi, soutenir des nouvelles initiatives locales afin de mettre en lumière de grandes causes et défis sociétaux. Pour bénéficier du programme Canal+ Impact, vous pouvez vous rendre sur la plateforme canalplusimpact.com où vous avez toutes les informations, notamment les appels à candidature des formations, les récapitulatifs de ce qui s'est passé et les programmes à venir. Le mieux est aussi de contacter les équipes de Canal+ afin qu'elles puissent vous accompagner en termes d'informations, en termes d'informations liées aux dates des différents partenariats à venir et des formations, et aussi pour soumettre vos projets afin qu'ils puissent tomber entre de bonnes mains et qui puissent être étudiés. Et vous avez aussi l'adresse Canal+ Impact qui est sur le site qui vous permet d'écrire un mail auquel on s'engage de répondre positivement ou négativement. Par ailleurs, Canal+ en Afrique, dans 25 pays, produit, édite et diffuse des séries, des films et des émissions, parmi lesquelles plus de 200 000 heures de contenu africain. Le Conseil des ministres s'est réuni le 5 novembre 2024. Lors de cette rencontre, le Conseil des ministres a examiné et adopté 2 ordonnances. L'une des ordonnances concerne le Sénat. Elle a été adoptée afin d'encadrer l'organisation et le fonctionnement du Sénat, la Chambre haute. Deuxième chambre du Parlement, elle est donc composée de 2/3 des membres élus par les représentants des collectivités territoriales et d'1 tiers de personnalités nommées par le président du Conseil. Plusieurs aspects de l'ordonnance ont été touchés, entre autres le nombre de sénateurs, leur indemnité, les conditions d'éligibilité ou de désignation, le régime des incompatibilités, les modalités pour pourvoir au siège vacant et le statut des anciens sénateurs. Le second aspect, qui a fait objet de discussion lors du Conseil des ministres, est la revue de la loi organique de 2003, tout en prenant en compte la présente ordonnance conformément à l'article 98 de la Constitution. Cette réforme vise également à mettre en place les institutions de la Ve République faites par voie d'ordonnance. Notons qu'avec ces textes, le gouvernement réaffirme son engagement à moderniser ces institutions et à assurer un fonctionnement fluide et harmonieux du Parlement selon les dispositions de la nouvelle Constitution. En Afrique, les périodes électorales, loin d'être des célébrations de la démocratie, sont fréquemment entachées de violences croissantes, qu'elles surviennent avant, pendant ou après le vote. Ce phénomène met en lumière des préoccupations majeures concernant la transparence des scrutins, la stabilité politique et la capacité des institutions à répondre aux attentes des citoyens. La crainte que les résultats soient manipulés en faveur du parti au pouvoir alimente ces tensions. Le manque de confiance envers les commissions électorales, censées être neutres, attise également les mécontentements et conduit à des manifestations souvent violentes. De plus en plus de citoyens remettent en question l'intégrité de ces institutions, les accusant de partialité et de manque d'indépendance.
Les exemples récents de violence sont nombreux. Au Mozambique, l'annonce des résultats des élections a provoqué des émeutes meurtrières qui ont fait au moins 11 victimes. Au Sénégal, le cortège du Premier ministre en campagne a été visé par des jets de pierre, signe de tensions profondes. Dans les 10 dernières années, le Gabon et le Bénin ont également connu des épisodes de violence, tandis que le Togo a été secoué par des troubles pré- et post-électoraux meurtriers en 2005 et 2010. Ces violences ont des conséquences lourdes. Pertes humaines, peur au sein des populations et défiance accrue envers les institutions. Pourtant, malgré ces contestations répétées, les revendications populaires aboutissent rarement à des réformes significatives, ce qui soulève des questions. Ces violences électorales deviendront-elles inévitables en Afrique? La démocratie africaine ne peut-elle se renforcer sans violence? Mais l'ultime question est, quels changements concrets sont nécessaires pour des élections apaisées? Avec solennité, le général Brice Oligui Nguema a lancé la campagne à la télévision nationale. Il appelle les Gabonais à voter pour une nouvelle constitution. Je vous appelle donc à participer massivement à ce référendum, car notre seul ennemi est l'abstention. Votre voix est déterminante. Votre choix conditionnera l'avenir de nos enfants. Dès le lendemain, premier jour de la campagne, les soutiens du président de la transition étaient donc à la manœuvre pour défendre le texte. Votez oui massivement parce que c'est l'avenir du pays qui est en jeu. Et parce que nous croyons véritablement que cette constitution constitue une des clés majeures pour permettre au Gabon de réaliser un saut qualitatif vers l'avenir. Le Parti démocratique gabonais, ancien parti gouvernemental de la dynastie Bongo, veut aussi participer à cet élan. Selon certains analystes, il veut rester proche du pouvoir et parti de gouvernement. Samedi 12 octobre, nous avons solennellement appelé toutes nos militantes et tous nos militants à aller voter le 16. D'abord, il faut qu'ils aillent dans les bureaux de vote et qu'ils demandent aux uns aux autres d'aller dans les bureaux de vote et dans le bureau de vote de voter oui au référendum. Mais le projet de constitution suscite aussi des critiques. À la centrale syndicale Dynamique Unitaire, on se prononce contre car pas assez démocratique. Le régime proposé est présidentiel, sans Premier ministre. Des critiques parlent même de dérive monarchique. La Confédération syndicale Dynamique Unitaire appelle à voter non à ce référendum pour la simple raison que le projet qui est soumis au vote le 16 ne garantit pas un espace démocratique et juridique qui sied à notre combat. Dynamique Unitaire s'est toujours battu pour un Gabon démocratique, un Gabon des institutions fortes et non d'hommes forts. Or, le projet, évidemment, garantit un homme fort à la tête du pays et non des institutions fortes. Le régime au pouvoir ne doute pas de la victoire du oui, mais insiste sur la nécessité d'une participation massive. Le scrutin aura lieu le 16 novembre. Une élection présidentielle est prévue en août 2025 pour sortir du régime de transition. Et le général Oligui Nguema, l'homme fort du Gabon, ne cache pas son intention d'être candidat. Le Soudan a lancé son tout premier programme de vaccination contre le paludisme en dépit des 18 mois de conflit qui secouent le pays. Cette campagne vise à administrer le vaccin à environ 148 000 enfants de moins de 12 mois dans 15 sites répartis dans les États de Guédaref et du Nil Bleu. Le Soudan fait partie des 16 pays africains à introduire ce vaccin. Cette campagne de vaccination a débuté après l'arrivée en octobre du premier lot de 186 000 doses de vaccin contre le paludisme. À terme, le vaccin sera introduit dans 129 sites à travers le pays entre 2025 et 2026. Le paludisme reste une menace majeure pour les enfants africains, causant près de 500 000 décès chez les moins de 5 ans chaque année, selon l'UNICEF. En 2023, le Soudan a enregistré environ 3,4 millions de cas de paludisme et 7 900 décès liés à la maladie, bien que ces chiffres soient probablement sous-estimés en raison des perturbations causées par le conflit. Avant la guerre, Aregawi Mesgbe était mécanicien.
Il y a un peu plus de 2 ans, alors qu'il est engagé aux côtés des forces tigréennes, il perd sa jambe droite, au front. À 29 ans, il réapprend aujourd'hui à marcher avec une prothèse et s'autorise à penser au futur. J'ai été touché par une bombe alors que je combattais sur une montagne dans la région de l'Amara. L'explosion m'a blessé sur tout le corps et j'ai été amputé d'une jambe. Le traitement que j'ai reçu depuis que j'ai été admis ici est très bien. Je ne m'attendais pas à ça. Le centre d'orthophysiothérapie de Mekele, la capitale du Tigré, est le seul à offrir des soins gratuits dans toute l'Éthiopie. Ouvert depuis bientôt 30 ans, il est resté opérationnel pendant toute la durée de la guerre, grâce au soutien de la Croix-Rouge, et a pris en charge des combattants tigriens et des soldats de l'armée éthiopienne de la même manière. Sabat Tekle, 25 ans, travaille dans une banque et continue sa rééducation ici. Elle se trouvait dans un immeuble à Mekele au tout début de la guerre, lorsqu'il a été bombardé. Quand je suis sortie du coma, ma jambe était déjà amputée. Je ne me souviens de rien avant ça. J'ai passé 4 à 5 mois de convalescence à l'hôpital de Mekele. Après ma sortie de l'hôpital, je suis venue directement ici. Les prothèses sont fabriquées sur mesure dans un atelier attenant au centre. Pendant la guerre, l'équipe d'Agos Girmay a été submergée de travail. Je suis satisfait lorsque je vois un patient arriver avec des béquilles et repartir avec des prothèses. Mon bonheur est encore plus grand lorsque je le vois marcher en gardant son équilibre, sa posture. Ça me procure une joie immense. Un accord de paix signé entre les rebelles tigréens et le gouvernement éthiopien en novembre 2022 a mis fin au combat dans le Tigré. Ils ont fait environ 600 000 morts et plus d'1 million de personnes sont toujours déplacées. Les mines terrestres et les bombes perdues continuent de tuer et de mutiler. Des tirs de gaz lacrymogène à bout portant, avant le ratissage de ce quartier populaire de Maputo par la police, équipé d'armes de poing, de fusils à pompe et de kalachnikov. Des milliers de manifestants ont encore envahi les rues de la capitale du Mozambique, à l'appel de cet homme, Venancio Mondlane, le principal opposant au parti au pouvoir depuis 50 ans, le Frelimo. Pour lui et les contestataires, l'élection générale du 9 octobre a été volée. Aujourd'hui en exil, il revendique la victoire. Le premier objectif et le plus important des manifestations est certainement le rétablissement de la vérité électorale et de la justice électorale. Nous voulons que la volonté populaire exprimée dans les urnes le 9 octobre soit respectée. Dans les rues de Maputo, la tension est à son comble. Les manifestants mettent en place des barrages de fortune. Certaines rues sont complètement vides. Beaucoup d'habitants n'osent plus sortir. D'autres sont déterminés à rester coûte que coûte. C'est effrayant, non? Oui, on tremble tous ici. De temps en temps, on part en courant, mais ça en vaut la peine. Nous sommes ici, on veut Venancio, et c'est tout. Nous voulons du changement. Venancio est la voix du peuple. Mais c'est plus une question de changement, parce que ce n'est pas comme ça, ça ne marche pas. Ils vendent toutes les ressources. Il, c'est le gouvernement du Frelimo. Mardi, le ministre de la Défense, Cristóvão Choumé, a menacé d'envoyer l'armée contre les manifestants. Si l'escalade de la violence se poursuit, nous n'aurons pas d'autre choix que de changer de position. Les forces armées devront protéger les intérêts de l'État. Au moins 20 personnes seraient déjà mortes dans les violences post-électorales. Des dizaines d'autres ont été blessées. L'Ordre des avocats mozambicains a mis en garde contre l'intervention de l'armée, ajoutant que les conditions étaient réunies pour un bain de sang.
La 29e conférence annuelle des Nations Unies sur le climat se déroulera du 11 au 22 novembre à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan. L'un des enjeux majeurs de la COP29 sera l'établissement d'un nouvel objectif collectif quantifié permettant aux pays en développement de financer leur action climatique au-delà des 100 milliards de dollars déjà mobilisés chaque année. À la COP29, le nouvel objectif collectif quantifié est en cours de discussion. Il s'agit essentiellement d'une négociation sur le montant de la contribution des pays riches pour aider les pays en développement à faire face au changement climatique. Le Fonds international de développement agricole demande aux dirigeants de la planète d'approuver ce plan de financement et d'y inclure un objectif spécifique en matière d'adaptation en accordant la priorité aux besoins des petits exploitants agricoles. Les chocs climatiques entraînent de sévères perturbations de la production agricole, comme en témoigne le Zimbabwe où la sécurité alimentaire a été fortement compromise par la pire sécheresse enregistrée depuis 40 ans. Les pluies se font rares. À l'heure où nous parlons, c'est la sécheresse. Cette année, les gens n'ont rien pu récolter. Il y a donc de grands changements et les pluies ne viennent plus au moment où nous les attendons. Les saisons ont changé. Le fait de disposer d'un système d'irrigation nous permet d'obtenir des récoltes tout au long de l'année. Et d'autre part, comme nous pouvons le voir, même quand il ne pleuvra pas, nous serons toujours en mesure de cultiver. C'est toujours un atout pour nous. De nombreux agriculteurs ont pu sauver leur culture grâce à des projets d'irrigation financés par le Fonds international de développement agricole. Ce soutien est essentiel pour renforcer leur résilience et préserver la production alimentaire face aux défis posés par le climat.